Bienvenue dans ton épisode du fameux show Priscilla Audet avec nul autre que Dr. Christian Houde. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très important. Qu'est-ce que l'ego? Et là, j'ai un spécialiste. Alors aujourd'hui, cet épisode-là va t'aider à comprendre qu'est-ce que l'ego. C'est un outil ou un ennemi? On va les démystifier pour vraiment apprendre plus sur ce que tu ne pourras pas te débarrasser. Alors, présente-toi. Merci d'être là, Christian. C'est un peu un grand plaisir de t'accueillir sur le fameux show. Si je me présente, Oui. Christian Houde, ça fait presque 30 ans maintenant que je fais de la thérapie individuelle et de couple. Et que je suis des formations régulièrement pour me tenir à jour, car la science psychologique évolue très rapidement. L'ego, c'est un sujet qu'on aborde régulièrement en thérapie. Si vous croyez que vous n'avez pas d'ego, ben, je vous annonce que tout le monde en a un. On le construit dès l'enfance. Mettons, je regarde mon papa et je regarde comment mon papa est imparfait et comment moi, quand je serai papa, je vais être plus doux, plus gentil, je vais être plus présent avec les enfants. Donc, déjà, je suis en train de construire un ego de père. Et si on donne une définition simple de l'ego, on pourrait parler, c'est un idéal de nous-mêmes qu'on se construit, un être parfait, un père parfait, un citoyen parfait, un conjoint parfait. Et toute notre vie, on édifie ce personnage. Étant convaincu que le bonheur se retrouve dans ce personnage, que lorsque je serai cette personne, je serai enfin heureux. Et cette quête incessante à cet idéal de soi peut devenir évidemment pour beaucoup de gens une course effrénée vers la perfection. Et évidemment, ça entraîne beaucoup de problèmes d'anxiété, de problèmes de dépression, et ça peut même aller jusqu'au suicide, malheureusement, puisque la personne croit qu'elle doit devenir cette personne. L'ego, en réalité, malheureusement, je ne sais pas quel pourcentage de gens savent, mais beaucoup ne savent pas. On dit, l'ego, tu as une attitude un peu hautain ou tu prends. C'est ton l'ego, mais c'est beaucoup plus que ça. Et si on savait qu'on s'était créé cet avatar parfait, on aurait plus la connaissance que, attends, bon, on est bête trop dur envers nous-mêmes. Fait qu'on passe une vie sans savoir qu'on court sur un tapis roulant, sans se rendre nulle part. Et je suis la première coupable à véhiculer le message que tu deviens la meilleure version de toi-même. Mange bien, bouge et tout ça. Alors, comment qu'on peut dissocier pour garder le positif de vouloir s'améliorer puis devenir une meilleure version de soi-même? Puis quand je dis ça, c'est soit manger un peu mieux, faire plus de sport, avoir plus de temps avec son conjoint ou tes enfants. Il y a quand même quelque chose de bon à la quête de la meilleure version de soi-même, mais malheureusement, est-ce coller à courir après une échelle infinie qui est la course à l'ego, la femme parfaite avec le ventre plat, l'homme parfait avec les muscles, qui est fort à la maison, qui rentre un bon salaire, qui a du temps pour sa femme. C'est une course effrénée. Fait que comment qu'on fait pour dissocier les deux? D'abord, un truc simple, il faut apprendre à le remarquer. Si vous avez appris à écouter qu'est-ce que votre cerveau vous raconte, qu'est-ce que vous vous dites à l'intérieur de vous, il y a une histoire qui s'intitule « Pas assez bon ». En fait, le troisième mot, l'adjectif pas assez beau, mince, gentil, riche, populaire. Votre ego va toujours vous raconter une histoire qui s'intitule pas assez. Si vous apprenez à remarquer ces trois mots-là, mettons que vous êtes en train de vous dire je suis trop petite, ben vous êtes en train de vous dire je ne suis pas assez grande. Donc, juste essayez de remarquer comment cette histoire à l'intérieur de vous est très, très présente et comment vous allez tenter par toutes sortes de comportements ou d'attitudes, d'atteindre la hauteur que votre ego vient de vous dire que vous devriez atteindre, c'est-à-dire soit plus mince, plus riche, plus populaire, plus aimé euh, ou plus désiré. Donc, ça, c'est un premier truc que je peux vous donner. La deuxième question, j'ai le temps de l'oublier. Mais quand tu dis le truc, exemple, moi, je veux me lever plus tôt. Comment formuler dans mon cerveau le monologue intérieur ou comment me le mettre dans le day-to-day pour ne pas tomber dans ah là, il faut, parce que le il faut, je pense, c'est l'ego. C'est j'aimerais beaucoup me lever plus tôt. Oui. Donc, effectivement, les attentes que vous avez envers vous-même vont s'être formulées souvent. Ça te pousse quasiment. J'étais placée avec j'essaie de faire de quoi de ça marche. Comment on fait, Christian,
pour exemple, moi, je veux me lever plus tôt pour avoir le meilleur monologue intérieur pour ne pas tomber dans la course à l'ego, pour pas me donner plus de culpabilité puis de pression parce que ah là, il faut que je me lève plus tôt le matin parce que je vais aller marcher chien, je vais faire ça. Comment véhiculer le monologue intérieur pour intégrer une nouvelle bonne habitude? Exprimer des préférences plutôt que des exigences dans notre tête. Donc, il faut que je me lève versus j'aimerais apprendre à me lever plus tôt. J'aimerais apprendre à me lever plus tôt. C'est comme si j'observe qu'il y a un chemin d'apprentissage dans une direction, dans la direction de mes valeurs, je dirais. Gardez l'image, mettons, d'apprendre à un enfant à marcher. C'est comme si je veux apprendre à un enfant à marcher, je veux pas qu'il apprenne à marcher de façon parfaite. L'idée, c'est que je veux qu'il apprenne à marcher parce que c'est utile pour lui et évidemment pour moi. Donc, comment je vais lui apprendre à marcher? Ben, à chaque fois qu'il va chuter, l'enfant, je vais avoir une voix douce, bienveillante, encourageante. Mais je vais quand même l'amener à vouloir se lever et continuer. Donc, si vous pouviez apprendre à voir cette image de l'enfant qui apprend la marche en disant, mais le but, c'est la fonction du comportement. Je veux me lever plus tôt parce que j'aimerais profiter plus du soleil l'été, par exemple. Donc, je garde la fonction du comportement, ma cible, la valeur qui est importante pour moi, profiter plus de la vie, par exemple. Et je ne tombe pas dans cette espèce de piège que l'ego veut me tendre, que tous les matins, je dois absolument toujours me lever tôt. Ça, parce que vous allez échouer par moment. Et si vous êtes capable d'être bienveillant, ouais, hier, j'avoue que j'ai pas réussi à me lever à l'heure que j'aurais voulu. Mais je m'encourage, je vais réussir à y arriver. Je me supporte comme je le fais avec un enfant. Et vous savez, ce qui fait que l'enfant apprend à marcher, c'est vraiment les douces vocalises du parent. C'est sa voix bienveillante et encourageante. Si on blâmait l'enfant qui tombe, mais voyons, Antoine, lève-toi, c'est pas compliqué, l'enfant n'apprendrait pas à marcher. Donc, c'est une image que moi, j'aime bien garder dans ma tête pour me dire, OK, j'essaie de me diriger vers une cible. J'essaie d'apprendre un nouveau comportement, mettons moins manger ou manger mieux, mais c'est un chemin dans lequel il y aura des rechutes. Et quand vous chutez, c'est là que votre ego va en profiter pour vous blâmer terriblement. Soyez cool et indulgent pendant Il y a une vidéo que je vois passer, peut-être qui est tombée dans mon algorithme, je trouve ça l'image exactement comme tu dis. Exemple, je renverse un peu un verre d'eau. Ben, la personne a fait comme, puis là, je l'ai renversé un peu, je vais lever de part. Je mange 3 biscuits de plus. Ben là, tant qu'à avoir mangé 3 biscuits de plus, ben, je vais manger la boîte au complet. Alors, c'est une image pour démontrer que justement, dans ton parcours que tu essaies d'atteindre, te lever plus tôt, aller plus au gym, si tu ne vas pas au gym pendant 2 jours que tu étais censé y aller, vas-y la troisième journée, tant qu'à ça, j'ai le cas de la semaine, je peux aller 2 jours. Alors, c'est une belle image pour justement s'intégrer. Alors, on va penser à l'enfant, comme on parlait si on était un enfant. Tout à fait. Donc, même, ça veut dire que si je me suis pas levée tôt à 6h30 lundi, mardi, je suis bienveillante envers moi-même et je me lève tôt jeudi. Et c'est comme ça que tranquillement, le cerveau va avoir rempli plus de se lever tôt parce qu'il n'aura pas senti l'attaque de l'ego. T'es pas bon, t'es pas bon, t'es pas bon. Exact. Puis les études qu'on a fait sur la compassion, c'est-à-dire beaucoup de gens croient que si on s'offre de la compassion comme ça, comme on le ferait aux autres, ben on va devenir au contraire paresseux, puis qu'on va se laisser aller parce que là, c'est le contraire. Lorsqu'on s'offre de la compassion, ça augmente la motivation à vouloir changer, à s'améliorer. Le problème, c'est je veux qu'on retienne le mot cible parce que les gens se fixent des buts. Mettons, Ginette, elle veut perdre 10 livres parce qu'elle veut embarquer dans sa robe pour son mariage. Mais si elle se fixe le but à atteindre, l'ego, il va s'emparer du but, il va dire tu dois perdre 10 livres, puis tant que tu n'as pas perdu 10 livres, tu ne seras pas heureuse. Alors, ça devient un combat avec un chiffre qui devient très contrôlant pour la personne parce elle est stickée, si je peux dire, sur son 10 livres. Moi, je vais lui dire, non, ce sera pas, on peut se fixer un but de perdre 10 livres, effectivement, mais le but, on n'a pas de contrôle dessus en soi. Alors, préfère lui proposer le mot cible. Si on a le mot cible, c'est-à-dire, ben, j'aimerais pouvoir enfiler cette robe à mon mariage, j'aimerais me sentir belle à mon mariage. Donc, est-ce que c'est nécessaire de perdre 10 livres pour me sentir davantage belle à mon mariage? C'est pas nécessaire. C'est la cible qu'elle se donne. Et là, en ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile de se diriger vers sa cible en acceptant de tomber par moment, en étant bienveillante envers elle, que si elle est fixée sur son but à atteindre, et là, l'ego va s'emparer de son cerveau et lui dire qu'elle n'est pas assez disciplinée, qu'elle n'y arrivera jamais, qu'il a fallu l'abandonner. J'ai paru bien, c'est là que souvent les gens abandonnent
leur processus de transformation intérieure. C'est assez terrible de penser que je pense que c'est pas 100% des femmes, c'est un immense pourcentage, qu'on passe notre vie à se soucier de notre poids, de notre apparence physique. Beaucoup. Je trouve ça tellement ridicule parce que moi, je parle juste pour moi, là, je parlerai pas pour personne d'autre, mais tu sais, des fois, je suis confrontée à moi-même et je fais comme, ben, voyons donc. Tu sais, c'est moi qui se crée la pression, c'est pas personne d'autre, tu sais. Mais ça vient encore là, comme tu dis, sûrement d'un idéal qu'on s'est créé qui est imaginaire, parce qu'en réalité, c'est juste la cible d'être au meilleur de ma forme versus la cible d'atteindre un tant de pourcentage de gras, je serais pas mal plus heureuse. Donc, peut-être que j'atteignerais plus rapidement mon pourcentage de gras idéal en voulant juste cibler. C'est un processus qui est assez... Oui, ou aussi, les femmes faisaient l'exercice suivant. C'est que, mettons, vous avez 30 ou 40 ans Ouais. et observez-vous dans la glace et remarquez votre ego, parce qu'une façon de remarquer l'ego, c'est mettez-vous tout nu dans une glace et vous allez l'entendre. Hey, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, tu devrais plus de même, plus de même. Beaucoup de pression culturelle aussi dans notre société pour les femmes. Et après ça, regardez une photo de vous quand vous aviez 20 ans, 25 ans, lorsque vous étiez, en fait, dans votre prime, comme on dit. On est d'accord pour dire qu'entre 20 et 30 ans, c'est pas mal ça notre prime, puis après ça, ben, on vieillit, d'accord? Mais observez que cette voix à l'intérieur de vous ne vous a jamais lâché. Même quand vous étiez dans votre prime, ben, vous étiez encore pas assez. Et maintenant que vous vieillissez, vous essayez encore de satisfaire cet ego insatiable qui vous dira que vous serez enfin heureuse lorsque vous serez comme ceci, comme cela au niveau de l'apparence. C'est la même chose aussi au niveau de la performance. Et c'est comme ça aussi au niveau de l'abondance, hein, accumuler beaucoup d'objets, les objets du succès que j'appelle pour montrer aux gens que je suis quelqu'un, hein, mon nouveau bateau, ma nouvelle maison, mon nouveau chalet. Donc, ces courses effrénées, faut y faire attention, mais il faut juste remarquer que l'histoire, elle change pas vraiment. Votre corps, lui, il change. Et évidemment, accepter qu'il vieillit et qu'il ne peut pas aller vers le mieux, malgré les chirurgies plastiques et tous ces trucs-là. Donc, si on n'apprend pas à accepter cette voix qui ne s'arrête jamais et de, comment dire, de s'aimer dans la différence qu'il y a entre mon ego. C'est une image que j'ai toujours dans ma tête. Moi, j'ai mon ego ici qui est un être suprême. Il y a moi ici qui est imparfait. Puis la distance entre les deux, c'est ma souffrance. Ça va? En anglais, on dit euh, euh, suffering comes from the difference between what I want and what I get. The bigger the gap, the bigger the pain. Donc, on pourrait y traduire en français. Alors, si j'apprends pas à remarquer la hauteur que je veux atteindre, ben, je vais passer ma vie à souffrir. S'aimer imparfait, vulnérable, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Et c'est un apprentissage aussi. Comment on fait pour faire la différence entre s'aimer imparfait et se négliger et être justement pas dans les bons choix de vie? Ben, justement, les gens qui se négligent et qui se laissent aller, disons, c'est parce qu'ils sont sous la voie de l'ego. C'est l'ego qui fait ça. Parce qu'à partir du moment où je crois que je suis pas assez belle, je suis pas assez mince, puis j'y arriverai jamais, à quoi bon? Ben, je me décourage, je commence à adopter des comportements auto-saboteurs. L'ego, qui est un autocritique intérieur qui ne s'arrête jamais, va vous amener à adopter des comportements auto-saboteurs. C'est ce qui va vous amener à trop manger, trop boire, trop fumer, développer des mauvaises habitudes de vie. Il peut même créer des comportements saboteurs dans des relations qui sont bonnes pour vous, parce que c'est comme s'il vous raconte une histoire dans laquelle vous ne le méritez pas. Vous n'êtes pas assez ci, assez cela pour être aimé, pour être validé, pour être important. Alors, il va vous amener à vous auto-saboter. Vous l'avez sûrement remarqué d'ailleurs que vous avez tendance à adopter des comportements qui sont pas bons pour vous. Vous vous demandez, mais pourquoi vous arrêtez pas de faire ça? Apprenez à remarquer cette voix à l'intérieur de vous qui vous raconte une histoire dans laquelle vous n'êtes jamais à la hauteur. Il n'y a pas un terme qui décrit le monologue intérieur qu'on peut parler en psychologie, justement. Si on est en contrôle, pas en contrôle, parce que c'est un peu égo parler de contrôle, si on prend conscience qu'on a un monologue qui n'est pas nécessairement bon, parce que pas toutes vos pensées, tout ce qui se passe dans votre tête, c'est pas des bons signes, des fois, c'est vous de prendre du recul sur ce qui se passe dans le monologue intérieur. Je pense qu'il y a quelqu'un qui en parle aussi de ça. Est-ce que tu as un terme là-dessus? Ben, moi, j'appelle ça des schémas.
OK. OK. Un schéma, c'est un ensemble de croyances, d'idées, d'opinions que j'ai sur moi, sur les autres et sur le monde. Et ces croyances-là se construisent dès l'enfance. Si les auditeurs veulent lire un livre utile, ça s'appelle Je réinvente ma vie de Jeffrey Young et Janet Klosko, dans lequel on présente, il y a à peu près 18 schémas qui existent. Il en présente 11 dans le livre avec un petit questionnaire. C'est vraiment un livre d'accompagnement pour essayer d'apprendre à remarquer justement, c'est quoi l'histoire que moi j'ai plus tendance à me raconter? Est-ce que, puis là, il y a différentes familles, c'est-à-dire est-ce que je suis quelqu'un qui a plus tendance à avoir des problèmes avec mon autonomie ou avec mes limites ou avec l'expression de moi-même ou avec mon estime de moi? Donc, dans ce livre-là, je vais arriver à remarquer un peu, à mieux comprendre l'histoire que je me raconte. En fait, en psychothérapie, avec les gens, c'est une grande partie de mon travail d'essayer d'apprendre à remarquer quelle est cette histoire à l'intérieur d'eux qu'ils se racontent, dont ils ne sont pas vraiment conscients, mais qui peuvent apprendre à conscientiser juste avec des exercices de observer leurs pensées, écrire leurs pensées et de remarquer le lien qu'il y a entre tout ce discours intérieur, entre les émotions que ça les fait vivre et les comportements souvent dysfonctionnels qu'ils adoptent. Quand on dit que tout le monde ne part pas du même point de départ dans la vie, est-ce que par hasard, exemple, quelqu'un qui vient d'une famille dysfonctionnelle pauvre, dans un milieu défavorisé, qui n'a pas une bonne école, versus quelqu'un qui vient dans une famille harmonieuse, il a eu une bonne école, il a eu des sous, il a eu de l'accompagnement. Mais la personne qui était dans le milieu difficile, ça a réussi à maîtriser son monologue intérieur, à comprendre ses schémas, peut d'autant plus performer que la personne qui vient d'un milieu où il y a eu automatiquement, naturellement, des schémas ou des monologues intérieurs beaucoup plus faciles et positifs. Est-ce que tu es d'accord là-dedans? Euh, ben, il y a un mot qui m'a accroché d'abord, je veux juste arrêter. On ne maîtrise pas. Pas maîtriser, ouais. Prendre connaissance. C'est un mot qui vient de l'ego. Ça va? Ça va? C'est l'ego. Que je te pardonne. Oh my God. Parce que l'ego veut nous faire croire qu'on va maîtriser cela. On ne le maîtrise pas. On peut apprendre à le remarquer et à le modifier lorsqu'on l'entend. Puis plus on le modifie, plus le nouveau discours devient automatique. Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine. Maintenant, euh, évidemment, comment je pourrais dire? Il y en a qui ont un meilleur discours intérieur que d'autres parce qu'ils veulent d'un autre défense. Si j'ai eu des parents aimants qui m'ont encouragé, qui m'ont guidé, qui m'ont conseillé, qui m'ont donné de l'affection, qui m'ont donné des limites réalistes, évidemment, j'ai une longueur d'avance sur quelqu'un qui grandit dans un milieu plus dysfonctionnel. Donc, ça va m'aider à élaborer probablement de bien meilleures pensées, discours intérieurs pour apprendre à devenir moi-même. Mais il faut faire attention parce que l'enfant issu d'un milieu aisé aura aussi des schémas comme les autres parce que c'est pas nécessairement un lien. L'histoire qu'on se raconte à nous-mêmes depuis l'enfance n'est pas toujours en lien avec le milieu dans lequel on grandit. Vous avez remarqué que des frères et sœurs peuvent être très différents même s'ils viennent d'un même milieu. Donc, c'est vraiment, c'est là toute la beauté de cette théorie-là, c'est que c'est l'histoire qu'on se raconte qui est le plus important. C'est-à-dire que tu peux avoir né dans un milieu favorable, mais tu t'es raconté une histoire pessimiste, comme de quoi tes parents n'étaient pas assez versus les autres parents, et tu t'es senti vraiment malheureux dans cette enfance-là, versus un enfant qui a grandi dans un milieu plutôt défavorisé, mais qui, lui, s'est raconté une histoire heureuse dans sa tête parce que papa avait peut-être aucun jouet à la maison, mais il y avait des grands champs, puis il y avait une forêt, puis il y avait plein d'amis autour de la maison. Donc, tout dépend de l'histoire qu'on se raconte. Donc, moi, c'est une relation que j'essaie de déliminer dans la tête des gens, de croire que parce que j'ai eu cette famille, parce que j'ai grandi dans un lieu défavorisé, j'ai moins de chance. Je veux leur enlever cette idée-là. Je leur dire non, ça n'a pas rapport. C'est tout est en lien avec l'histoire que tu te racontes. Mais il est vrai de dire qu'il y a un contexte de vie qui va être plus favorable à d'autres. Ça, c'est le hasard, dans quel milieu je vais l'être. Je ne choisis pas les cartes qui me sont données à ma naissance. C'est à moi de jouer ma game de poker du mieux que je peux. Justement, on comparerait, exemple, un être humain avec un cellulaire ou un ordinateur, sachant qu'un cellulaire, c'est un ordinateur. Si j'achète un ordinateur ou un cellulaire usagé, donc, mettons, une personne qui existe déjà, elle a certaines applications, elle a certaines programmations. Alors, il faut que les gens comprennent, si je ne me trompe pas, Christian, peu importe ta programmation,
Mon but, c'est ça aussi quand je dis devenir la meilleure version de toi-même, c'est de te permettre de réaliser que toi aussi, tu es une personne extraordinaire. Puis si tu as une mauvaise programmation pour X, Y, Z, tu peux la refaire, bien sûr. Alors, ta programmation, c'est ton discours intérieur. On a donné un truc, le fameux livre que d'ailleurs, mais je remercierais Lisa Perrault qui m'a fait acheter ce livre-là en 2011. Oui, et j'avais le schéma, je pense, tous mes dus. Ça fait longtemps, faudrait que je retrouve le livre. D'ailleurs, si quelqu'un, je lui ai prêté, tu me en donneras. Alors, première astuce qu'on pourrait donner aux gens, c'est pour vrai se procurer le livre Je réinvente ma vie de Jeffrey Young. Est-ce qu'on aurait quelque chose d'autre à suggérer aux gens qui voudraient apprendre sur leur discours intérieur, prendre une perspective, puis peut-être pouvoir, parce que je ne veux pas dire des mauvaises choses, c'est-à-dire s'améliorer, devenir une meilleure personne, pour se comprendre mieux, puis pour voir où ils s'en ont, puis se permettre de se reprogrammer, en fait? Écoutez, ma bibliothèque est pleine. Je pourrais vous conseiller des livres jusqu'à demain matin. Et si quelqu'un ne veut pas lire, on fait quoi? Oh my God, si quelqu'un ne veut pas lire, ben, s'arrêter et écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Moi, je crois qu'un des grands problèmes, c'est la distraction aujourd'hui. Il est très facile de se distraire avec ces petits appareils-là. Et ce qui se produit, c'est que je vis un moment difficile, mais mettons, j'ai 12-13 ans, là. À l'époque, quand il n'y avait pas de cellulaire, tu te réfugiais à l'intérieur de toi-même, puis probablement tu essayais de comprendre un peu ce qui se passait. Aujourd'hui, en sortant de mon cellulaire, je me distrais de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et ça, je le vois en thérapie maintenant, la capacité d'introspection peut être difficile parce que la personne n'a juste pas appris à faire le lien entre ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent et ce qu'elle fait. C'est le plus beau cadeau qu'on peut offrir à nos enfants, c'est de leur apprendre le lien entre ces trois éléments-là à l'intérieur d'eux. C'est-à-dire, lorsque ton petit frère, il t'a crié après, à quoi tu as pensé, qu'est-ce que tu as ressenti, puis qu'est-ce que tu as fait. Cet exercice-là, si j'apprends à le faire à l'intérieur de moi très souvent, je vais voir qu'il y a des liens entre mes pensées, mes émotions et mes comportements. Le fameux schéma. Oui, Je pourrais donner, si je suis capable de mettre en exemple le schéma, si vous voulez avoir un outil concret pour appliquer ici et aujourd'hui, ça peut être intéressant pour essayer de comprendre ce que vous vivez parce que la fameuse histoire que tu m'as partagée du cheval blanc, c'est extraordinaire, c'est de ne pas toujours s'imaginer le pire aussi. Tu sais. L'ego va toujours, ou je ne sais pas si c'est l'ego, mais si on se permet justement d'aller au-delà de ce qui se passe en ce moment, ça peut aider aussi énormément. Puis, pour les gens, ceux qui ne veulent pas lire, ben juste prendre le temps, ils disent, peu de gens passent 30 à 60 minutes assis dans le silence. oui, c'est tout un défi. Je commencerai par 1 minute C'est ce qu'on fait quand on est dans l'auto. dans le tout. Ben, fermez la radio, écoutez le. Oui, c'est très, très bonne idée. Moi, je le fais naturellement, honnêtement, parce que tu développes l'amour du silence. T'aimes être dans le silence. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de bruit dans nos vies. Euh, Parfois, là, quand vous êtes en train d'ouvrir votre cellulaire, mais que vous savez pas vraiment ce que vous êtes en train de faire, vous vérifiez vos notifications, peut-être observer ce que ce serait que le silence dans ce moment-là. Parce que une des raisons principales que je voudrais vraiment que les auditeurs comprennent, c'est ceci. C'est que le plus beau cadeau qu'on peut offrir à quelqu'un, le plus beau apprentissage qu'on peut faire, c'est de comprendre que tout ce qui nous arrive dans la vie, tous nos événements qui se produisent dans la vie ne causent pas d'émotion. Et ça, c'est souvent la première règle que j'enseigne à tous les gens, que les événements de la vie sont des occasions et non des causes. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont réagir en écoutant ça, mais c'est ce que les stoïciens disent depuis 2000 ans, que les événements ne causent pas d'émotion. Et à partir du jour où, moi, j'avais 28 ans quand j'ai compris ce phénomène-là, j'ai choisi de vivre de cette façon-là, c'est-à-dire que rien qui va arriver ne cause d'émotion, c'est moi qui l'interprète la situation pour me créer ces émotions. On est responsable de ce qu'on ressent. Évidemment, j'y arrive pas toujours. Et même si ça fait 30 ans que je le pratique, je suis encore sur le chemin de l'apprentissage. C'est correct, j'ai de la compassion pour moi-même. En même temps, ça nous donne un pouvoir incroyable. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, j'ai la capacité de me dire que je peux transformer ma vie juste par ma façon de voir les choses. Et, et si vous le réalisez, vous l'avez fait des milliers de fois déjà dans votre vie, comment vous avez appris à regarder votre première peine d'amour d'une façon différente, comment vous avez fait un deuil de votre animal domestique ou de votre
d'un parent cher. Qu'est-ce qui a changé? C'est pas le temps qui a réparé les choses, c'est vous qui avez changé votre interprétation de la perte et c'est ça qui fait que vos émotions se sont transformées. Donc, vous êtes l'artisan de votre propre bonheur. Ainsi, l'amour, quand on parle de l'amour, ben, l'amour de soi, ça m'appartient pas mal. Ça dépend de comment je pense par rapport à moi. Donc, si j'ai un ego qui est toujours en train de me critiquer puis de me blâmer, ben, je vais me sentir jamais à la hauteur. Mais si je comprends pas que c'est moi qui crée ça, ben, je vais en souffrir 2 fois plus. Et en terminant, ça me donne évidemment le pouvoir de pouvoir le changer parce que ça vient de moi. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à nos enfants, c'est de leur apprendre très jeunes, 7, 8 ans, que ce qui leur arrive, c'est pas ça qui leur cause des émotions, mais c'est comment ils l'interprètent dans leur tête. La façon que j'arrive à vulgariser, c'est exemple. On vit justement une séparation, un ami ou elle vit vers son travail, une mauvaise nouvelle arrive, puis on le dit tout le temps. Moi, c'est ça que je faisais avec mes clientes au salon. Je disais, dans 2 mois ou dans 6 mois, on va se dire, hey, t'en ratais reçu comment tu avais trouvé ça difficile, puis là, on en rit. J'ai programmé beaucoup mes clientes en faisant ça au salon. Alors, ce qu'on est capable de faire en riant, en disant, ben, dans 2, 3 mois, tu vas être correct, il faudrait l'appliquer jour 1. Bon, OK, mais il m'arrive ça, il y a quelque chose de bon qui va en ressortir. C'est de l'apprentissage. Ça serait comme ça qu'on devrait agir au lieu de prendre l'émotion négative, de juste décider tout de suite que ce soit positif. C'est un peu intense, pareil, mais c'est un peu comme ça parce que si tu dis qu'on n'est pas responsable, on n'est pas supposé des émotions négatives, c'est pas supposé nous affecter, perdre un emploi, une séparation, c'est faut voir ça comme si on était déjà guéri 6 mois plus tard. Ben, c'est normal au moment où ça arrive, j'ai perdu mon emploi, d'avoir des émotions. Je viens de perdre quelque chose d'important, mais moi, j'adorais cet emploi-là. Mais la première chose à faire, et là, tu vas voir comment je deviens précis sur les mots, c'est que, mettons que la personne me dit, ah, c'est malheureux ce qui vient d'arriver parce que tu as parlé d'un événement malheureux. Mais en fait, ce n'est pas un événement malheureux. Le première étape, c'est de dire ni négatif ni positif. C'est juste ce qui arrive. C'est vous qui dites que la perte d'emploi est négative. Mais ça peut apporter quelque chose de bien plus positif. On le sait juste pas encore. C'est l'histoire du cheval blanc. C'est l'histoire du cheval blanc, exactement. Mais dans l'histoire du cheval blanc, on comprend que les événements ne sont ni positifs ni négatifs, ni heureux ni malheureux. Les événements sont juste neutres. C'est juste ce qui arrive. Vous avez perdu votre emploi. Oui, vous dites que c'est une mauvaise chose. Peut-être, le temps nous le dira. On ne sait jamais au moment où une chose vous arrive si elle est nécessairement bonne ou mauvaise pour nous. Notre première peine d'amour, souvent, on a vu quelque chose de mauvais dans notre vie, mais on a rencontré quelqu'un de tellement plus hot et que quelques mois plus tard qu'on réalise que c'était... Donc, les événements, je comprends que pour les gens qui nous écoutent, c'est tout un défi de dire, OK, là, tu es en train de me dire que tout ce qui m'arrive dans ma vie, mon père m'a battu, ça, c'est pas malheureux. Je suis en train de vous dire ça. Et je suis pas en train de vous dire que être battu par un parent, c'est pas quelque chose qui est très souffrant pour la personne qui le vit, évidemment. Je manquerai pas de compassion à un enfant battu. Je suis en train de dire qu'à partir du jour où je comprends que tout ce qui m'arrive est neutre, c'est moi qui choisis d'en faire quelque chose, eh bien, je deviens très, très puissant, en fait. J'ai un pouvoir incroyable, celui de pouvoir toujours interpréter les choses d'une manière différente. Et puis, on peut apprendre à se dire, telle personne que j'admire pour son courage ou sa force ou sa détermination, elle, qu'est-ce qu'elle se dirait dans cette situation-là? Ben, elle se dirait, c'est pas grave, des jobs, il y en a d'autres, puis moi, je suis pas une personne compétente, puis je vais trouver. Ben, peut-être que je peux apprendre à penser comme les gens que j'admire. Et vous allez voir que votre attitude, elle va changer, peu importe les événements qui vont vous arriver. Mais c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire dans la vie. Rien ne peut m'ébranler. J'ai le pouvoir dans ma tête d'interpréter ça d'une façon différente. Évidemment, on est des humains, on vit des émotions, on vit des pertes, c'est normal, mais je veux pas que, mettons, une rupture amoureuse dure pendant 10 ans. Ah ben alors, il faut que je sois capable de le parler, transformer ce discours intérieur. Exemple, justement, quelqu'un subit un peu d'abus ou il a été battu ou il a été violenté et tout ça. Comment vulgariser le fait ou comment mettre dans l'application «je ne dois pas» ou comment bien réagir à une situation si difficile d'enfant? Oui, OK, on trouve ça difficile, ça fait mal, c'est après ça, on transforme ça comment un acte comme ça? De J'ai été battue,
Mais là, je comprends, mettons, là, j'essaie d'expliquer, je comprends que l'acte est neutre. Comment je l'applique dans la vie? Parce que là, j'ai été battue, là. Alors, OK. Fait que moi, je réagis comment? Là, j'ai été battue, c'est difficile, là. Fait que, mettons, si on est à froid, là, on réagit comment si on veut bénéficier de cet enseignement-là? Disons que je rencontre une femme battue. D'abord, la première étape, c'est de lui faire réaliser le discours qu'elle a dans sa tête, qui est probablement un ego qui lui dit qu'elle le mérite, que de toute façon, elle ne peut pas avoir mieux comme homme dans sa vie, que si elle le quitte, ben, elle va se retrouver toute seule, qu'elle va être abandonnée. Donc, d'abord, on va travailler sur un ego qui lui fait peur et qui la décourage de faire des changements dans sa vie. Euh, Par la suite, ben, je vais lui apprendre à développer un discours pour qu'elle s'aime, parce que la femme battue, ou personne qui est battue dans une relation, c'est parce qu'au fond, elle a un discours très auto-dévalorisant. Et si c'est un enfant? Si c'est si c'est un enfant, il n'aura pas beaucoup de pouvoir sur la situation. Hein, il peut juste dire à l'autre parent qu'il est battu, ou il peut juste aller voir un professeur, ou je sais pas si je réponds bien à ta Mais si question. quand, mettons, exemple, un enfant, il est rendu à l'âge adulte, puis là, il nous écoute en ce moment, qui a vécu des choses difficiles, comment qu'il peut comprendre que cette action-là était neutre, et puis qu'est-ce qu'il peut en ressortir de ça? Je dirais à cette personne qui a 30 ans, qui a été battue, mettons, de 5 à 10 ans, Oui. je lui dirais, est-ce que tu désires vraiment ce que le reste de ta vie soit défini par un événement dans ta vie? OK. Ou souvent, le viol est un bon exemple. Une femme a été violée et quel événement est très difficile à vivre pour une femme, évidemment. Mais si elle refait passer dans sa tête cet événement-là euh, et qu'elle se revictimise pendant 10 ans, 20 Et ans, c'est défini par ça. oui, elle se définit par sa victimisation, mais là, elle fait revivre l'événement dans sa vie sans arrêt par la pensée. Et je lui apprendrai que autant de cet événement-là et ce geste-là qu'on a fait envers elle est ignoble, autant qu'elle ne peut pas continuer à se violenter elle-même dans sa tête pendant 10 ans. C'est comme si l'agresseur continuait son travail après cet événement-là. On va lui apprendre aussi que je vis des événements, mais je ne suis pas mes événements. Et l'erreur que font beaucoup de gens, c'est qu'ils s'identifient à ce qui leur arrive. Euh, donc, c'est pas parce que vous avez été battu que vous êtes, tu sais, que vous méritez d'être battu. C'est pas parce que vous avez été violé que, parce que là, l'ego, il va souvent s'emparer de cet événement-là. Ouais. Les gens, tu n'es pas ce que tu as vécu. Et est-ce que le mot-clé, ce serait le pardon? Et la compassion pour soi-même. Pardon de l'événement ou de la personne qui a fait X, Y, Z. C'est pas nécessaire. J'ai appris que c'était pas nécessaire. Le pardon, c'est pour se libérer soi-même de quelque chose de notre passé. Mais il y a des gens qui n'auront pas besoin de pardonner pour avancer. C'est pas une absolue nécessité. Ça peut vraiment aider toutefois. Moi, je crois que c'est le pardon de soi-même qui est le plus important. C'est souvent parce que les gens ont tendance à se blâmer, se culpabiliser, avoir honte d'avoir vécu des choses comme ça alors qu'ils étaient que des enfants. Souvent, la honte est bien plus puissante euh, que la colère. Et puis la honte, l'ego s'en est pas. C'est la honte qui fait l'histoire pas assez. Là. C'est j'ai pas été assez gentil, c'est pour ça qu'on m'a battu, j'ai pas été assez fine, j'ai pas été... Et c'est ça que vous allez transposer par la suite, probablement dans vos relations interpersonnelles adultes. Et la honte et beaucoup d'émotions ont une charge qui vont aller créer aussi des maux physiques dans le corps si vous ne libérez pas ces émotions-là. Ça sera un autre sujet. On est complètement ailleurs. Alors, l'ego, est-ce que ça serait aussi un outil positif? Si on le voit comme une cible dans laquelle l'ego nous propose de nous diriger pour s'améliorer, oui. Parce que l'ego, certains auteurs disent, c'est pas notre ennemi, l'ego. C'est juste mettons que c'est l'être en nous qui a peur de ce qui va arriver s'il ne devient pas parfait. À cause de nos peurs d'enfant. Tu sais, si papa m'a chicané parce que j'ai renversé mon verre de lait, ben la peur de ne pas être à la hauteur fait que je me suis fait chicaner, j'ai perdu l'amour de papa. Fait qu'on va transposer ça dans notre vie future énormément. Donc, il faut vraiment apprendre à développer l'auto-bienveillance, l'auto-compassion. C'est le plus beau outil qu'on peut se donner. Maintenant, quand on pratique la pleine conscience avec les gens, il y a presque toujours maintenant des exercices de compassion envers soi-même.
sont inclus dans les exercices de pleine conscience ou de méditation. As-tu un exercice de pleine conscience à partager qu'on peut suggérer aux gens qui nous écoutent? Oh mon Dieu! Essayez de la pleine conscience avec autocompassion. Vous allez en trouver sur Internet. YouTube, ça donne aussi quand même phénoménal. Mais écoutez, mon premier exercice, moi, de pleine conscience que j'ai fait dans une formation, c'est, et c'est sur YouTube, manger un raisin sec en 25 minutes. Et c'est toute une expérience à essayer. Si vous avez jamais essayé, donc ça t'apprend vraiment à comprendre que c'est tous les sens qui sont impliqués dans la pleine conscience. C'est l'art de rester là dans l'instant présent, ce qui est vraiment pas facile à faire. Donc, essayez de manger un raisin sec en pleine conscience. Vous allez voir, c'est une belle expérience. Et après ça, vous mangez un raisin sec de façon normale et vous voyez la différence entre les deux. J'aimerais que vous m'écriviez en commentaire sous ce podcast-là votre expérience après avoir mangé votre raisin sec en 25 minutes. Je vais le faire. Il y a beaucoup de choses qui me résonnent pour la conclusion. J'ai l'impression que le fameux livre des 4 apports Toltec aide beaucoup à se détacher de la course effrénée de l'ego. Surtout, le 4e accord, c'est faire son possible, en fait. Ne jamais rien prendre personnel, ne pas faire de suppositions, puis avoir une parole impeccable. Et une parole impeccable, c'est d'arrêter de dire « il faut », mais « j'aimerais ». Moi, mon outil que tu m'as partagé, j'aimerais ça, c'est dire ça. « Ah, il faut que j'aille voir votre beau-frère, il faut que j'aille voir... » J'aimerais ça aller voir vos beaux-frères cette semaine, j'aimerais ça aller au gym, puis j'aimerais ça m'amener plus tôt. La compassion, je pense qu'elle est automatique lorsqu'on parle avec ce dialogue intérieur-là, plutôt que il faut, puis je suis déjà stressée, je sens ça. Merci énormément, Christian. Sur le sujet de l'ego, si vous avez des questions, je n'ai pas d'écrire en commentaire. On aura peut-être la chance d'avoir la réponse du professionnel, M. Dr. Christian Houde. Ça a été un plaisir de l'accueillir pour le sujet qui est très important. Lâchez le tapis roulant qui ne mène nulle part, mais soyez quand même avec une belle cible pour vivre une vie extraordinaire à la hauteur que vous voulez en étant bienveillant. Merci bien dit. Merci, Christian. Alors, si tu as aimé l'épisode, je te suggère de le partager. Si tu n'as pas aimé, partage-le quand même parce que tous les bouts sont dans la nature. Merci. Bonne écoute.